Salut à tous, un podcast difficile. Je dis difficile parce que c'est un album qui me tient à cœur, donc j'ai envie d'en parler bien, ce qui n'est pas toujours évident. On va parler de Beggars Banquet, l'album des Rolling Stones, paru à l'automne, non, à novembre 68, je sais plus, Ouais, j'ai pas la ça, fiche ouais. Wikipédia, C'est ça. mais il me semble que c'est ça. Et donc pour ce faire, nous avons invité Benjamin Durand. Bonjour Antoine. Bonjour Benjamin. Et donc, Beggars Banquet, donc c'est un album, comme je vous le disais, sorti en novembre 68, je crois, de mémoire. Et en tout cas, l'année 68 commence par les Stones, par des questionnements pas mal, après l'échec de Their Satanic Majesties, échec en tout cas critique, parce que moi je trouve l'album formidable, c'est une évidence. Et donc on se retrouve là avec un Brian Jones qui est vraiment en perte là, de vitesse, on le dit presque à chaque podcast, mais plus ça avance dans... podcast discographique Stone, mais plus ça avance, plus la santé de Brian se détériore, et plus surtout son désir de jouer dans le groupe est là, quoi, Benjamin. Oui. Et les autres l'écartent aussi. Donc, Ouais, du coup, c'est assez vrai, mais je crois que au-delà du cas particulier de Brian Jones, je pense qu'il y a un espèce de retour d'expérience, même si le terme est peut-être un petit peu anachronique, de Satanic Majesties qui s'effectue, où je pense que Jagger Richards constate qu'ils n'ont pas du tout eu le contrôle qu'ils désiraient avoir sur Satanic Majesties. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur pour être des producteurs, pour faire quelque chose là. Enfin voilà, ils ont voulu trop faire, et du coup la production, même si en fait elle est assez géniale, ça en fait un album savoureux à la réécoute aujourd'hui, mais de leur point de vue à l'époque, je pense, la production n'est pas à la hauteur. Jagger déteste l'album. Et du coup, les compositions étaient faiblardes aussi. Il y a du déchet en tout cas dans l'album, et en tout cas les critiques l'ont pas épargné. Et en fait, quelque part, on n'a pas pu s'empêcher en plus de le comparer à Sgt. Pepper en plus. Donc c'était pas facile pour eux à l'époque. Donc en fait, je pense que dans leur tête, ils sont leur expérience de ça, c'est que eux deux pédalaient dans la smoule, alors que quelque part, Brian, qui n'avait pas de responsabilité, lui, il faisait tous ces machins, tous ces instruments musicaux, etc. Et au final, tous les témoignages d'ailleurs disent toujours que Brian était vachement épanoui, enfin en tout cas pour ce que Brian Jones pouvait être épanoui, il était particulièrement épanoui sur de Satanic, sur l'enregistrement de Satanic Majesties. Mais là, il va y avoir une dégradation flagrante en début 68, donc les oui, Stones... mais est-ce que cette dégradation n'est pas due au fait qu'il y a Jagger et Richards qui décident de resserrer les boulons? C'est plutôt même Miller qui va plutôt, on va en parler après, mais c'est eux qui vont faire appel à Miller. Voilà, donc avant que Miller arrive, les Stones se réunissent chez Kiss dans le Surrey et commencent à un peu faire des répètes dans le Surrey Rehearsal, ça s'appelle. Ah oui, mais c'est pas chez Kiss. Non, c'est pas chez Kiss, peut-être pas, je sais plus, mais en tout cas, sa maison était dans Redlands, c'est en oui, Sussex. Ça, je sais bien. Alors, à brûler plus tard, mais bon, bref. Non, je voulais dire qu'ils se réunissent et qu'il y a un témoignage bootleg qui est vraiment d'une qualité épouvantable, mais où on a les prémices de Jumping Jack Flash, et ils font un peu pas mal de reprises de soul. Il y a des reprises de Hold On I'm Coming, un blues de B.B. King, Rock Me Baby, etc. Et je pense que même Brian n'est pas là. Il y a même des morceaux où Jagger, pour la première fois, va se mettre vraiment à jouer de la guitare. Et c'est là où c'est à cette époque-là où Richards va développer son open tuning. Donc ça, on y reviendra après. Et donc Jimmy Miller arrive pour produire le single coup de poing que sera Jumping Jack Flash, qui sort en mai 68, je crois. Voilà, mais ce qui est intéressant de voir justement, c'est pourquoi est-ce qu'ils appellent Miller, etc. Est-ce qu'il va donc être leur espèce de vision de ce qu'ils doivent faire. Alors Miller, pour le resituer, c'est ex-Traffic et c'est Spencer Davis Group, c'est ça, donc il a d'abord c'est Spencer Davis Group. Et ensuite Traffic. Dans le désordre. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait de tirer sur le fil Traffic. Ouais. Parce que Traffic à l'époque est un groupe extrêmement observé dans le microcosme londonien, parce que précisément, donc Traffic, il y a principalement Stevie Winwood, qui était l'espèce de prodige issu du Spencer Davis Group, ce groupe de Birmingham, et donc qui se met avec des musiciens londoniens pour faire un groupe campagnard, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être complètement l'espèce de nouvelle mode à partir de la fin 67, et en grande partie influencé par ce qu'on sait de ce que Bob Dylan fait avec The Band. J'allais venir, les Basement Tapes.
que ce soit les Stones, les Beatles, Voilà. tout le monde l'a pris dans la gueule à peu Voilà. près à cette époque-là. Et en fait, voilà, Traffic, je pense que les Stones, ce qui intéresse les Stones dans la musique de Traffic, c'est ça, c'est cette espèce de recul par rapport au côté urbain, le n'importe quoi du Swinging London, etc. Ils trouvent que ce que fait Traffic à être cloîtré dans une maison de campagne, Ouais. de façon repliée par rapport au Comme tumulte The Band, de la ville, hein. c'est vachement intéressant. Et c'est ça, en fait, c'est cette démarche, cet état d'esprit qui les fait revenir aux bases du blues. D'où sûrement, là, quand on en parle, ça doit être pour ça qu'ils se réunissent à Surrey pour les répètes. Hein. Donc ils font ça, il y a Jimmy Miller qui débarque, et là, pour moi, il y a, voilà, c'est la plus grande, pour moi, un des plus grands singles de tous les temps, Jumping Jack Flash, c'est un de mes 3 chansons préférées, en tout cas personnellement. Et c'est un single qui est hyper difficile à décrire, parce que c'est vraiment, en termes de son, c'est assez hallucinant. Il y a la batterie est enregistrée sur un jouet des années 30, et il y a une espèce de nappe au moment du refrain où tout se noie, et c'est encore psychédélique, mais à la fois c'est rock. Enfin, comment on pourrait décrire, parler ça mieux là que ce que je fais du son de Jumping Jack Flash, c'est assez difficile. Il faudra qu'un musicologue expert. C'est vraiment une. Et en plus, ça sort à peu près en même temps que le single Hey Jude. Et là, peut-être, c'est là les conneries Stones Beatles. Parce que c'est vrai que si on oppose Hey Jude à Jumping Jack Flash, c'est 2 mondes différents, quoi. Je veux dire. Oui. Et oui, non, mais c'est. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi il y a toujours eu cette guerre? C'est bien avant, c'est les journaux, etc. Mais on peut comprendre les fans des Stones puristes qui préfèrent ce rock. Marécageux, noir, qui a des images un peu sataniques par rapport au Hey Jude. Enfin, je veux dire, tu fais une tête, donc du coup, je perds mes mots, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment un grand tournant dans la carrière des Stones. C'est là qu'ils basculent dans une nouvelle ère. C'est là qu'ils trouvent finalement la formule qu'ils feront Exile plus tard et qui tiendront avec le même son pendant X années. Non, tu trouves pas que c'est vraiment le tournant, le début d'une nouvelle ère, quoi? C'est la fin de Brian et c'est le début des Rolling Stones en tant qu'entreprise, etc. Et c'est ce morceau génial qui est à la base de ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que tu vas dire le contraire. Mais... En tout cas, ça leur sert pour eux à retrouver de la confiance. Et effectivement, ça sert à la presse de parler d'un return to form. Et en tout cas, ouais, c'est super bien illustré par le clip de Michael Lindsay Hogg où Jagger est un peu peint, un peu comme il était déjà dans 2000 Latest From Home, mais sans le chapeau haute forme, sans le délire psychédélique, avec juste une veste noire. Il était pas haute forme. Oui, il était pointu, t'as raison. Et puis les Brian qui est encore hyper impressionnant, qui ressemble, je cite mon ami Philippe Manœuvre, que j'adore, qui n'est pas mon ami, mais que je respecte beaucoup. Et qu'on embrasse. Avec Brian Jones qui a presque un côté Kurt Cobain, alors qu'on sait qu'il va mourir 1 an après. Et donc la phase B de Child of the Moon, qui était déjà des sessions sataniques, qui est une magnifique phase B aussi. Donc du coup, là, ils sont bien chauds pour faire un album. Et Jimmy Miller, c'est lui aussi qui va écarter un peu Brian de Beggars, parce que t'as raison. Où sont les instruments? Où est la brocante musicale dans Beggars? Elle n'est pas tellement présente. Il joue de la guitare, Brian, surtout. Un peu d'armo, ici, par-ci, par-là, mais surtout le problème, c'est qu'il commence à plus être présent à l'Olympique. Qui joue, tiens, renseignez-moi là-dessus, Oula, je suis sûr que tu sauras le faire. Ouais. Qui est-ce qui joue la mandoline sur Factory Girl? Alors je pense que c'est la mandoline. Enfin, l'espèce de mandoline, non, je sais pas c'est si du c'est violon. du- C'est du violon, c'est un musicien extérieur qui joue du violon. Non, il y a aussi une espèce de mandoline. Ouais, c'est de la guitare, je dirais. doublée. À vérifier. Je sais Bah pas. là, j'aurais dû mettre la page Wikipédia, ce qu'on ne fait jamais, surtout pour les Stones. Non, mais vous nous direz, vous, chers auditeurs. qui D'accord, jouent. excuse-moi de. Non, t'as raison de la le donner. Il y a un digression. solo de violon, ça je sais. Et Mhm. la mandoline, tu parles au début. Non, mais ouais, il y a peut-être de la mandoline, mais je pense pas que ce soit Brian. Je Ouais, n'ai pas le je sais souvenir de pas. le voir Je sais crédité. pas, bref. Vous nous direz. En tout cas, les Stones se réunissent cette fois à l'Olympic Studio, Ouais. qui a cette fois ouvert ses portes. Et d'ailleurs, c'est là où ils ont enregistré d'Art Satanic avant. Hein. Donc, troisième album consécutif enregistré en Angleterre. Et là, il faut forcément évoquer les rencontres féminines des Stones, hein, qui vont un peu changer leur thème. Elles sont quand même là depuis 1 an déjà. Oui, elles sont C'est ça qui est depuis un an. intéressant. Ouais, mais c'est là d'ailleurs. où. Ouais, mais d'ailleurs. Mais finalement, c'est là où les plus beaux textes de Jagger dans cette période-là vont naître. Hein. Je veux dire, l'influence. Oui. Marianne Il il veut fait lire des bouquins, en tout cas, et de la poésie. Et puis il veut l'impressionner. Il veut Ouais, bah oui, c'est l'impressionner. ça. Donc c'est de toute façon sans doute la nana la plus intellectuelle avec qui il a eu une relation un peu suivie. Donc du coup voilà. Et puis effectivement, Pauvre Chrissy. une fois de plus, Jagger poursuit un petit peu l'espèce de complexe par rapport à Dylan. Qu'il avait déjà notamment exprimé sur Between the Buttons sur l'excellente Who's Been Sleeping Here. Ouais. Et là où il va
où il va notamment y aller beaucoup très très fort sur Jigsaw Puzzle. Ouais, parce qu'on n'est plus du tout dans la misogynie d'Aftermath. Là, il se tient bien à côté de Marianne, je veux dire, au niveau des questions. Oui, un peu moins. Enfin, il s'est rendu compte surtout que c'était un petit peu dépassé, que c'était un petit peu dépassé, un petit peu puéril. Oui, non, mais tout à fait. Il essaye de devenir un petit peu plus sophistiqué, quoi. Donc l'album, il s'ouvre avec Sympathy for the Devil. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit? Bon, le film de Jean-Luc Godard l'illustre assez bien. Hein, les Stones par son espèce de balade acoustique à la Dylan, et puis au fur et à mesure des séances, je vais le faire vite, il décide de faire une samba sous l'influence d'un musicien extérieur qui s'appelle Rocky Dijon. Et on va bien sûr parler de l'autre musicien phare de cet album, c'est Nicky Hopkins qui est vraiment fait partie du groupe pendant toutes ces sessions. On le voit dans One Plus One, et puis on l'entend sur tout l'album. Hein. Je veux dire, ses interventions sur No Expectation et sur Jigsaw Puzzle, Nicky Hopkins, hein, je parle du. Bien sûr. C'est assez hallucinant la place qu'il a. La place qu'il a dans cet album. Alors moi, c'est quand même un album des Stones à part, parce qu'il est quasiment uniquement acoustique, à part le solo de Sympathy for the Devil et Stray Cat Blues, qui est quand même un hommage au Velvet Underground, je trouve assez marqué. Peut-être, mais, j'ai l'impression qu'ils ont écouté ça. J'aimerais un jour avoir une vraie interview. Je comprends pas ce que ce titre-là, justement, en plus ça dénote que c'est un des seuls titres presque qui va devenir, c'est le seul titre qui pourrait être sur les albums d'après quelque part. C'est vrai. Tu vois, ça pourrait être sur les petites bides ou je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même toi. déjà les Stones d'Exile quelque part. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est un ovni pour moi, c'est un des albums tracks les plus méconnus, peut-être, enfin pas méconnus, mais en tout cas dont on parle jamais, qui n'est pas sur les compiles et qui a assez été peu joué sur scène, donc et surtout dans des versions différentes à l'époque sur Get Here notamment. Donc le Stray Cat Blues avec ces espèces de cris de Jagger au début d'angoisse. Cette guitare, ce son de batterie, moi je trouve que les Stones naissent là, vraiment, dans ce que j'aime chez les Stones, et ça va presque définir une couleur des 70s dès 68, dès l'été. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Stones, comme souvent sur Beggars Banquet, on sent, d'ailleurs, il y a l'anecdote fameuse, on sent que l'album est vraiment fait avec presque, je les imagine toujours comme avec le stéthoscope du médecin, branché sur la radio à l'énumération des nouvelles les plus dramatiques et les plus événementielles qu'il y a, etc. Évidemment, un peu comme Lennon dans A Day in the Life d'ailleurs. Un petit peu, c'est vrai, sauf que là, transposé à l'année 68 et pas entre guillemets de l'anecdotique et du fait divers comme John Lennon, mais là à des événements où à chaque fois que ça tombe, on a l'impression que le monde va en être bouleversé, et quelque part le monde en a été un petit peu bouleversé à chaque fois, mais une fois de plus, quand on y repense, assassinat de Martin Luther King, guerre du Vietnam, les émeutes raciales aux États-Unis et les émeutes estudiantines aux États-Unis, en France et puis en Angleterre aussi. Ils sont témoins aussi des émeutes, des manifestations des étudiants contre la guerre du Vietnam en Angleterre. Et évidemment, la fameuse anecdote où la première mouture de Sympathy for the Devil ne parle que de Kennedy et réadaptée, updatée quand Bobby Kennedy est assassiné par I shall not who killed the Kennedys when after all it was you and me. Ouais. Alors aussi, c'est la première fois aussi que les Stones retournent à leurs racines sur Beggars Banquet depuis Delus, quoi. C'est la première fois qu'ils jouent des blues en fait. Parachute Woman et une reprise, ça n'avait pas été, je pense que c'est la première reprise du groupe depuis Out of Our Heads tout simplement, qui est Prodigal Son. Ils reviennent au blues acoustique. C'est marrant aussi cette production. Mais comme les Beatles qui vont faire le Year Blues sur le blanc, ils ont plus, osent à nouveau jouer leurs premières amours. Mais pour le coup, pourquoi les Beatles font ça je pense que les Beatles font ça parce qu'ils sont intrigués par le renouveau du blues boom amené par Fleetwood Mac, qui avait été amené avant par Cream et tout ça. Oui, t'as raison. Alors que les Stones, c'est ce qui est toujours dit, et ce qui est notamment dit dans Life de Keith Richards, c'est que le fait de ne pas être en tournée, Keith Richards est beaucoup plus chez lui, etc. Et il réapprend à jouer de la guitare. Et c'est Ray Cooder, le grand Ray Cooder, qui vient lui enseigner les plans des... Alors, est-ce que vraiment, parce qu'il y a des rumeurs
pendant des années, quand on avait moins d'informations, on disait que les parties de slide étaient assurées par Ray Cooder. Non, il je pense pas, non. participe pas vraiment. Je pense pas, non. Alors, je pense que les gens confondent avec le fait que Sister Morphine Oui. a été enregistré pendant Oui. cette session et qu'il y a Ray Cooder. Oui, mais oui. je pense que non, non. la plupart des slides sont assurés par Richards et non pas par Jones. Hormis la magnifique partie sur No Expectation. Voilà, c'est ça. Mais Qui reste d'ailleurs, pour finir, comme apparemment la dernière intervention, enfin en tout cas Jagger dit ça dans Crossfire Hurricane, que c'est le dernier souvenir qu'il ait de Jones vraiment impliqué sur un morceau. Et il dit ça au bord des larmes d'ailleurs dans le documentaire, c'est assez magnifique. Et donc voilà, retour au blues, ça c'est sûr. Et tu parlais de tout ce qui était politique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait Jagger, quand il parle de ça, il prend pas vraiment position, jamais dans ses textes. C'est plutôt un portrait de la société qu'il dresse. Il prend jamais. Les Stones n'ont jamais dit on est de gauche ou de droite. Enfin, c'est plutôt un commentaire sur la société, quoi. Sweet Fighting Man, finalement, c'est pas une chanson révolutionnaire, c'est juste une peinture. Bien sûr. Non, mais c'est important de préciser parce qu'il y a plein de gens qui brandissent l'étendard Stones comme un groupe. Non, Jagger était à l'affût, s'intéressait à ce qui se passait, mais jamais il prend position. Bien sûr. On est d'accord. Hein. Bien sûr. Non, bah, évidemment, de toute façon... Donc influence Cooder, pardon, je passe du coq à l'âne, mais... Bon, tu voulais compléter sur ce que je disais par rapport à Jagger, non ? Non, pas... Enfin, non. Je pourrais, mais... Oui. Je sais pas à quel Donc point ça l'influence intéresse ou Cooder, pas. pour toi, se limite au fait qu'il a appris les Open des vieux bluesmen des années 30-40 à Richards. Non, parce qu'en plus... D'ailleurs, c'est le Mi, sous Open de Mi, beaucoup, et de Ray qui est utilisé, pas encore l'Open de Sol. Non, mais parce que Ray Cooder, c'est ça qui est intéressant, c'est que Ray Cooder, et il l'a prouvé, il a quand même une carrière magnifique qu'il l'a prouvé, c'est que Ray Cooder a toujours est un musicien obsédé par la musique des origines et par les instruments des origines. Ouais. C'est, à ce qui paraît, j'ai lu des articles sur Ray Cooder avec des journalistes qui viennent l'interviewer chez lui, où le mec a un garage apparemment absolument immense, rempli d'instruments, d'instruments à cordes, d'absolument tous les pays, etc. C'est un mec qui, pendant toute sa vie, n'a fait que collectionner les instruments à cordes, proches de la guitare, de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les traditions, pour apprendre leur fonctionnement et apprendre les différents accordages, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Il était très jeune à l'époque déjà, mais c'est quelqu'un qui avait une approche du blues qui était comme ça, à réécouter, j'imagine, les vieux enregistrements d'Alan Lomax, etc. Et de trouver, par exemple, les vieux blues de Mississippi, Frank McDowell, les Stones reprendront You Got to Move un petit peu après. Mais voilà, je pense que, par exemple, les Stones étaient des fans de blues, etc. au début des années 60, à leur début. Mais je pense que ce blues-là ne leur était pas connu, parce que tout simplement, les disques étaient tellement rares, etc. Et je pense que c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est Ray Cooder lui-même, mais en tout cas... En tout cas, ça correspond, c'est cohérent ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'époque où Richard se remet à acheter des vieilles guitares. Il achète notamment ce Dobro qu'il utilisera pendant la tournée américaine l'année d'après. Et toutes les acoustiques, à mon avis, sont achetées après son espèce d'apprentissage. Je sais pas comment ça doit être. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, s'ils ont traîné 2 semaines ensemble et qu'il lui a tout pompé. Ou... En tout cas, c'est un mec qui l'a inspiré énormément, c'est sûr. Pompé, je sais pas, mais en tout cas, une fois de plus, il avait du temps. De toute façon, il faut jamais oublier que c'était, pour tous ces disques-là, c'est des disques qui sont faits avec du temps. C'est exactement la même histoire que Donovan qui explique le finger picking à John Lennon quand ils sont en Inde avec le Maharishi Mahesh Yogi, et ce qui va lui servir à écrire des chansons comme Julian ou Dear Prudence sur l'album blanc. Rendez-vous sur le podcast Album Blanc. Non, mais c'est un peu la même histoire. Qui va bientôt être publié. Du coup, l'album finit par Salt of the Earth, qui pour moi c'est une espèce de première incursion gospel, comme il en existera quand même pas mal sur les 4 disques suivants. Est-ce que je suis méchant si je dis que c'est un peu un coup d'essai avant You Can't Cause It What You Want ? Je suis un peu méchant parce que moi-même j'adore ce titre, etc. Que je trouve formidable, mais je trouve qu'ils arriveront à faire mieux sur Let It Bleed avec You Can't Cause It What You Want. Est-ce que tu vois l'affiliation que je fais entre les deux titres ? Cette façon de finir un peu sur un gospel et sur un waouh. Bah ouais, mais il y a une dimension que tu ne prends pas en compte là-dessus, et c'est pas grave parce que ça t'intéresse peut-être moins que l'aspect purement formel. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Stones cherchent à apporter à leur musique l'espèce de fibre
Terroir. Et puis l'espèce de fibre de la conscience ouvrière anglaise. Ah non, mais ça, je comprends le Et texte. ils essayent hein, non, mais je trouve ça pas forcément. Mais dans le traitement musical aussi. Oui, si oui, tu veux. oui, oui. Donc moi je trouve ça plus proche d'un espèce de chant de fin de réunion de manifestation Ouais, c'est vrai. de syndicats que de trucs de gospel. Donc tu c'est vois. plus proche de Something Happened to Me Yesterday, non plus, parce que Bah, il y c'est a quand une même espèce une d'entre-deux. Il y a quand même, c'est quand même C'est trois, assez- pour le coup c'est rigolo parce trois que albums de suite finissent par un parce truc que où il y a c'est des une points espèce communs. d'évolution. Alors, Something Happened to Me Yesterday, c'était plus du genre vaudeville, Ouais. mais là, voilà, on C'est sent. vrai que c'est les chants qui sont gospel, mais finalement les thèmes sont pas. Une fois de Le plus, thème de Salt of the Earth n'est pas spécialement. Une fois de plus, voilà, c'est l'espèce de posture de Jagger. Alors, Gospel blanc des gens, finalement. non mais quoi. surtout des gens vont venir reprocher à Jagger son côté superficiel, son côté il s'engage jamais, il a pas de conviction, etc. Pourquoi pas, mais après tout c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Jagger est intrigué, aime formellement cette espèce de culture-là et il a envie d'essayer de l'adapter et tout ça. Alors oui, il y a un côté un peu superficiel dans sa démarche, mais bon, le traitement qu'il en fait est super. Et puis justement, là il trouve avec Jimmy Miller quelqu'un qui est capable de sublimer tout ça. Donc, Ouais, parce que Miller, on parlait de Jumping Jack Flash, c'est vrai que c'est son premier coup de maître avec les Stones, mais il est assez fort surtout Beggar's Banquet. Est-ce que, petit jeu pervers, avant de passer à un peu la petite histoire de la pochette, est-ce que tu trouves qu'il y a un ou deux titres un peu moins forts sur cet album, ou toi tu jettes rien? Non, je jette Non rien. Non. Allez, moi pour être un peu con, j'aime bien ces petits jeux. Je dirais que la chanson qui me passionne le moins et qui est peut-être la moins réussie, c'est Factory Girl. Tu veux essayer de la défendre? Que je trouve un peu. Enfin, heureusement, ouais. Tant qu'ils chantent les vraies paroles et qu'ils ne chantent pas Glastonbury Girl, ça me va, mais non, elle va bien dans l'album. Bah oui, bien sûr, Ah, évidemment. je trouve ça moins fort Une que- fois de plus, c'est ça que je trouve intéressant là encore, l'espèce de regard étranger mais tendre Ouais. de Jagger sur un milieu qui n'est pas le sien, qu'il ne veut pas être le sien, mais qu'il vient reconnaître, à qui il vient apporter un regard assez tendre, et j'aime beaucoup cette démarche. D'accord, bon bah écoute, pas de temps faible, non mais moi non plus, hein, je trouve que c'est un album absolument génial, parmi mes préférés des Stones. La pochette, vous connaissez un peu l'histoire, hein, ils veulent sortir une pochette représentant des chiottes, je sais pas, ça peut être des chiottes de pub avec des graffitis, comme on en voit dans tous les clubs rock. Et donc il y a les titres des chansons marqués sur les graffitis. Il y a notamment une espèce de Parachute Woman dessinée. Enfin, c'est une pochette moi, que je trouve assez chouette. Et Decca n'est pas du tout d'accord avec ça, quoi. Bah, le problème, c'est que Decca, c'est à l'époque. Et ça le torchon commence vraiment à brûler là, pardon. Ouais. Bah, de toute façon, le torchon brûlait. Enfin, il y avait déjà une incompréhension totale. À tel point que c'est Jagger a conseillé Alan Klein à Lennon, quoi. c'est fou quand même quand il pense. Oui, mais C'est un autre débat, comme je dis toujours. mais non, mais des cas, c'est des vieux croutons qui sont à la tête de ça, et des mecs qui ont connu la guerre et tout ça, et qui sont juste à compter leurs sous et tout, et puis qui comprennent Je crois pas que et qui. c'est pour faire chier ou les mecs sont choqués? Bah, les mecs ne comprennent pas, ils sont pas du tout dans cette culture-là. Pourtant, Quoi. après, quand ils ont plus le catalogue, Stone Age, c'est bien Stone Age, c'est une compile ressortie par Decca, qui est un pastiche sans la cuvette des chiottes. Bah de oui, la mais là, je pochette pense de- qu'ils ont des directeurs artistiques à ce moment-là qui sont un peu plus jeunes et qui Ouais, c'est ça. qui s'adaptent au marché. Quoi. Ouais. Et, voilà, la contre-culture est devenue un truc de marketing. À l'époque, ils ne raisonnent pas de cette manière-là. Donc les Stones sont un peu furax contre Decca. Du coup, ils se disent, eh ben, écoutez, on va faire une pochette blanche qui s'appelle, il y avait juste marqué The Rolling Stone Beggar's Banquet avec RSVP en bas à droite. Du coup, c'est les deux albums blancs. C'est Oui. encore un album blanc, quoi. Voilà. Et là, elle est plus limitée d'esprit. La vulgarisation dira que les Stones ont suivi les Beatles, peut-être, mais enfin, bon, j'espère pas quand même. En termes de scène, si je me trompe pas, Alex, il y a que deux titres qui n'ont jamais été joués sur scène sur cet album, c'est Dear Doctor et Jigsaw Puzzle. Je pense que c'est pas près d'arriver, mais je pense que c'est définitif. Jigsaw Puzzle, qui est une chanson absolument incroyable, où vraiment je redis à quel point Nicky Hopkins est brillant dessus, et quand j'étais gamin, qu'est-ce que je m'amusais à suivre juste la partie de piano, alors que c'est quand même le groupe de guitare ultime, mais Nicky Hopkins faisait vraiment partie du groupe. Et puis voilà, tous les autres morceaux seront rejoués avec plus ou moins d'intérêt. Et la NES finit par le Rock'n'Roll Circus, où il y a quand même une version de Sympathy for the Devil qui est jouée un peu dans sa formule originale pour la seule fois. Qui est une bonne version, et un beau No Expectation, et Parachute Woman aussi, qui est quasiment la seule version de l'époque jouée, qui est une version magnifique. Magnifique. Avec un solo de Richard Magnifique. dément.
qui sera rejoué qu'une fois sur le League Tour, pour la petite anecdote pour ceux que ça intéresse. Et on attend une réédition des 50 ans, mais alors vu ce qu'ils ont fait avec Satanic Majesty l'année dernière, j'ai bien peur qu'ils se contentent juste de mettre les 10 titres, version mono, version stéréo, et qu'il n'y aura pas Abco, je pense qu'ils feront pas le boulot, hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas apparemment ce qui se dit c'est que là dans les mois à venir on aurait donc la OnePlus One, c'est officiel, il y a une réédition méga qualité qui sort. Et Rock'n'Roll Circus devrait ressortir, et Bigars aussi, mais j'imagine qu'on n'aura pas grand chose. Pourtant, bah, il y a des trucs pas mal comme My Way Child, comme certaines démos qui figureront finalement sur les albums d'après. Donc il y a des choses à faire. J'espère que les gars d'Apco vont un peu se bouger le cul, parce que vraiment les Stones à ce niveau-là, sur cette période, c'est vraiment les plus faibles en termes de réédition. Il n'y a rien qui perce. On a été un peu content avec la BBC là, il y a quelques temps, mais malheureusement, je pense pas qu'Apco, pour les 50 ans, fera un truc révolutionnaire et se contentera de repackager le tout et faire semblant que c'est une remastering, alors que ça sera la même chose qu'il y a les magnifiques SACD. D'ailleurs, ça reste la meilleure réédition parue en 2002. Écoute, on a été complet sur Beggars Banquet, je te remercie et je vous embrasse tous très fort, à bientôt. N'hésitez pas à aller voir le Facebook, liker, et puis les playlists concoctées par Benjamin. Je vous embrasse, ciao.